Alexia ne s'attendait pas à tomber amoureuse au Portugal. Mais quand elle rencontre Owen, c'est le coup de foudre. Comme elle, il est expatrié. Comme elle, il cherche un renouveau à l'étranger. Mais quand on cherche une nouvelle vie, c'est que l'ancienne ne nous plaît pas. Et Alexia ne connaît pas tous les secrets qu'Owen lui cache. L'histoire d'Alexia est la première partie d'une histoire en 2 parties. N'oubliez pas d'écouter le 2e épisode, raconté du point de vue d'Owen. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Rudy Saada. On est en janvier 2020, j'ai 26 ans et je décide d'aller vivre à Barcelone pour apprendre à parler espagnol parce que je suis d'origine espagnole. Et de ce fait, je trouve un travail dans un call center pour une compagnie aérienne plus précisément et je déménage dans la foulée. J'arrive à Barcelone, je suis hyper stressée et je vais déjà dans ma coloc. Le lendemain, je commence mon premier jour, donc j'arrive très en avance et je décide de me poser dans un bar juste à côté de mon travail et je bois un café et un verre d'eau. La bouteille en verre est très belle, de la bouteille d'eau. Je décide de la prendre avec moi pour avoir une bouteille très jolie sur le lieu de mon travail. J'arrive à mon travail, c'est au 8e étage et dans l'ascenseur, je me rends compte que j'ai mal fermé ma bouteille en verre et tout se renverse littéralement dans mon sac. Je passe donc du coup l'accueil, je me dirige tout droit vers la secrétaire et je lui demande en espagnol si elle peut me passer un sac plastique, n'importe quoi, pour que je puisse transvaser ce qu'il y a dans mon sac dans ce sac-là, puisque mon sac est rempli d'eau. Ce qu'elle fait, elle est vraiment très gentille et je me dirige vers la fontaine à eau où je pose mon sac imbibé d'eau pour faire le transfert. Il y a quelqu'un qui vient nous chercher pour qu'on aille signer nos contrats. Donc on est plusieurs, on est à peu près 15 personnes et on se dirige vers une salle. Au moment où on est en train de signer nos contrats, notre manager nous indique qu'on est censé avoir un numéro de sécurité sociale. C'est un numéro qu'en Espagne, on est obligé d'avoir pour travailler, même pour avoir un logement. Tout le monde l'a, sauf une personne. Du coup, cette personne, elle dit moi, je l'ai pas. Comment est-ce que je peux faire? Vous aviez dit que vous m'accompagnerez faire les démarches. Mais comme il est le seul, la manager lui répond je vais te donner l'adresse et tu vas faire les démarches tout seul, puisque là, si tu es tout seul, c'est pas la peine de faire venir quelqu'un avec toi. Il rétorque qu'il ne parle pas du tout espagnol et qu'il se sent pas du tout à l'aise à l'idée d'y aller seul. Je me retourne vers lui et je lui dis si tu veux, moi je peux t'accompagner. J'ai pas un espagnol qui est parfait, mais je pense qu'on peut réussir à faire le nécessaire. Donc il est d'accord et on part juste après, on prend un Uber. Quand je monte dans le Uber avec lui, je me dis c'est fou, j'ai l'impression qu'il va faire partie de mon aventure à Barcelone. J'ai vraiment très envie de le connaître, il a l'air super sympa. Dans le Uber, on commence à discuter, il me dit qu'il a une femme et qu'elle est, elle, restée en France. Dans ma tête, je suis contente parce que moi, je suis partie à Barcelone pour faire plein de choses, vivre des aventures et pas forcément pour me faire draguer dès mes premiers jours. Donc, je me suis dit, au moins, lui, ce sera quelqu'un avec qui je peux bien m'entendre sans qu'il y ait absolument aucune ambiguïté et je trouve ça cool. Donc voilà, le chemin se poursuit, on arrive à l'administration. On s'assoit et là, je commence à parler en espagnol avec le personnel. Je lui demande sa carte d'identité. Il se retourne, me la donne. Je la donne à la dame et je rigole parce que je vois son 2e prénom. Je lui dis que son 2e prénom est très drôle, que je comprends pas pourquoi ses parents lui ont mis ce prénom. Et il me dit que c'est comme ça, dans sa famille, avec ses origines, on peut mettre n'importe quel prénom. Ça se fait beaucoup, que ce soit du féminin, du masculin, il y a pas de souci. C'est pour rendre une sorte d'honneur aux ancêtres. On commence à travailler, je suis très proche de lui, c'est vraiment mon pilier à Barcelone. On est souvent ensemble, on va souvent boire des verres ensemble. Je le vois quasiment tous les jours. C'est la personne dont je suis le plus proche ici et moi, je lui mets un holà parce qu'il m'a parlé d'une femme et je ne suis pas une fille qui vole les copains des autres. Je ne suis pas à Barcelone pour faire ça.
je ne veux vraiment pas faire d'histoire, donc je lui dis doucement que je ne préfère pas. Et c'est là qu'il me dit qu'il a des soucis avec sa copine, que c'est pour ça qu'il est parti à Barcelone, qu'il avait besoin de s'éloigner, que ça ne va vraiment pas, qu'il ne me l'avait pas dit au départ, quand on était dans le Uber notamment, mais ils ne sont plus ensemble. Et c'était justement le but pour lui de partir ici, c'était de prendre du recul sur sa relation pour savoir s'il devait, oui ou non, se remettre avec elle. Je baisse un petit peu la garde et je me dis, bon, et pourquoi pas, crois-le. De toute façon, t'as rien à perdre pour le moment, donc s'il te dit ça, c'est que c'est la vérité. Donc je me laisse un petit peu plus aller et je décide de me rapprocher de plus en plus de lui. Mais ça reste quand même un secret parce qu'on ne veut pas que nos collègues de travail sachent qu'on commence à se fréquenter. Il faut savoir qu'il me plaît vraiment, il est beau, il me fait vraiment rire. J'ai l'impression que c'est mon meilleur ami, que c'est mon âme sœur. Et c'est vrai que le fait de me rapprocher de lui, ça me fait du bien parce que je me dis, enfin, je rencontre quelqu'un qui correspond à tout ce que je veux, c'est-à-dire qu'il me fait rire, qu'il est respectueux, qu'il est gentil, qu'il est beau. Il est tout ce que j'aime. Quelques semaines passent et on est de plus en plus proches et on commence à avoir des relations charnelles. Il ne veut pas me montrer son torse parce qu'il a eu un accident de voiture et sur son torse, il a une très grosse cicatrice qui le complexe énormément. Donc, il ne me montre jamais son torse. Il garde toujours un t-shirt et je ne peux pas toucher parce qu'il a des problèmes au niveau des sensations. Donc c'est quelque chose que j'accepte énormément parce que je peux comprendre qu'on ait des complexes et je ne force pas forcément sur ça. Il me montrera son torse quand il sera prêt et quand il sera assez en confiance avec moi. Ça fait quelques semaines qu'on se fréquente, on commence à arriver vers le mois de février, donc on se rapproche de la Saint-Valentin. Je suis super contente parce que je me dis que je vais fêter ma première Saint-Valentin avec lui. Là, il m'annonce que son ex a pris un billet pour le rejoindre. Elle arrivera le 13 février et elle repartira le 16. Je suis très en colère à ce moment-là parce que elle vient exactement aux périodes de la Saint-Valentin. Je me dis comme par hasard, il me dit que c'est fini avec elle, mais moi je me dis qu'aucune fille ne viendrait voir son ex-copain le jour de la veille de la Saint-Valentin si c'est son ex. Il y a quelque chose qui va pas. Soit de son côté, il n'a pas été clair avec elle, soit c'est pas forcément son ex, je ne sais pas, je suis vraiment très troublée, mais je me dis OK, il m'a dit que c'était son ex, que elle lui avait fait une surprise, qu'elle avait décidé de venir et qu'il pouvait pas après avoir été avec elle pendant 4 ans, lui dire de reprendre un billet pour repartir en France. Donc je me dis OK, fais-lui confiance, elle va venir, elle s'est pris un Airbnb. Lui, il m'a dit qu'il dormirait pas avec elle, qu'il irait pas chez elle. Donc je décide de lui faire confiance. Donc, on passe une pré-Saint-Valentin ensemble. Le 12 février, il m'emmène manger des sushis. On passe une très bonne soirée, mais c'est vrai que je suis quand même tendue parce que je sais que le lendemain, son ex arrive et j'ai vraiment très peur. J'ai vraiment peur qu'il se dise que peut-être il fait une erreur en me parlant, qu'il revienne tout simplement à sa relation avec son ex qui était plus durable dans le temps. Ça faisait longtemps qu'il était avec elle. Elle a des enfants, il s'en occupait, ils avaient une maison ensemble. Donc, je me dis que là, elle va venir et quelques jours après, il va me quitter pour retourner avec elle. Finalement, son ex finit par partir. On reprend notre histoire tous les deux, tout va bien. Je suis juste un peu fâchée parce que mes collègues de travail l'ont vue avec elle et forcément, je passe un peu pour la briseuse de couple puisque à mon travail, mes collègues nous ont vus être très proches et par la suite, ils ont vu son ex. Donc forcément, moi, je suis assez fâchée contre lui à ce moment-là, mais les choses finissent par se tasser, elle n'est pas là. Donc nous, on est là et tout va bien. On rentre en mars 2020, les choses commencent à s'accélérer parce qu'on travaille dans une compagnie aérienne et ça commence à être très tendu au niveau du Covid.
Ils en parlent de plus en plus. On est très stressés au travail et le soir, il m'annonce que son ex va revenir, qu'elle va revenir avec ses enfants, qu'elle va prendre un billet, qu'elle va revenir pendant une semaine. Donc c'est vraiment tout début mars, donc vraiment au début du Covid. Et là, pour moi, c'est le coup de grâce. Je me dis qu'elle joue sa dernière carte, qu'elle vient avec ses enfants pour le prendre par les sentiments, pour lui dire que il va quitter sa famille, que voilà ce qu'il va perdre. Et là, ça me met dans une profonde rage. Je lui dis que c'est inadmissible qu'elle vienne, que c'est inadmissible. Ce qui me fait vivre, c'est horrible. Et je suis vraiment fâchée parce que je trouve que déjà l'avoir accepté une fois, c'était déjà très bien. L'accepter deux fois, ça ressemble à de la folie. Mais je l'accepte quand même. Je me dis, allez, j'appelle mes copines, elles me disent, allez, donne-lui une chance, c'est pas grave, peut-être qu'il va vraiment mettre un terme à la relation avec elle, ou en tout cas cette ambiguïté qu'il y a entre deux. Donc, elle reste cette semaine-là, et le jour où elle est censée partir, les frontières ferment. Je suis extrêmement stressée parce que ce jour-là, il ne vient pas travailler pour l'accompagner à l'aéroport. Moi, je me dis qu'elle ne va jamais réussir à repartir parce que je vois que toutes les compagnies aériennes sont fermées. Je travaille dedans, donc j'ai vraiment conscience du chaos que c'est dans les aéroports. Donc je me dis que là, nous allons être confinés en Espagne. Moi, lui, son ex et ses enfants. Donc pour moi, c'est une catastrophe. Mais heureusement, elle finit par monter dans l'avion avec ses enfants et elle s'en va. Et nous, du coup, on reste confinés à Barcelone ensemble et elle repart en France. Notre entreprise décide de mettre en place le télétravail et je décide de lui dire de venir avec moi télétravailler puisque moi j'ai un appartement à moi toute seule sur Barcelone. Donc je lui dis que ce sera vachement mieux d'être chez moi que d'être dans son appart en colocation. Je me dis que c'est une bonne façon aussi de nous rapprocher et de mieux nous connaître au quotidien. Dans les débuts, ça se passe très bien. On vit de très bons moments, de moments très stressants, mais des moments très doux aussi. Sauf qu'à un moment, il devient très distant avec moi et cette distance, je la comprends pas. Il reçoit tous les jours des messages de son ex, le matin, le soir, au réveil, au coucher. Dans la journée, il reçoit constamment des messages d'elle. Alors, je ne sais pas ce qu'ils se disent, mais ce que je sais, c'est que ça me met dans un état d'anxiété très profond. Pendant cette période de confinement, je le vois parfois prendre des médicaments, notamment des piqûres. Il me dit que c'est en lien avec sa cicatrice et que ça lui permet de faire coaguler le sang et que ça l'apaise au niveau des douleurs que celle-ci lui provoque. Il est très distant avec moi et là, à ce moment-là, je suis convaincue qu'à la fin de ce confinement, il va rentrer en France et il va me quitter pour elle puisque il n'arrive pas à couper le cordon avec elle et qu'à partir du moment où il n'arrive pas à couper le cordon avec elle, c'est qu'il ne l'a pas oubliée. Du coup, je ne suis que de passage dans sa vie. En tout cas, c'est ce que je pense. Vers la fin du confinement, il décide de dire à son ex-copine qu'il a rencontré quelqu'un sur Barcelone. Il s'éloigne de plus en plus d'elle. Il arrête vraiment de lui parler le matin, le soir. C'est vraiment un changement qui est très grand pour moi. Mais ça ne change pas forcément son comportement vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que même s'il ne lui parle plus, il est toujours distant avec moi. Je ressens vraiment un éloignement entre lui et moi. Le soir, quand on se couche, il me touche à peine. C'est vraiment... je comprends pas ce qui se passe. Je me dis il doit y avoir quelque chose de plus profond, mais j'arrive pas à savoir quoi. J'arrive pas à savoir s'il regrette d'avoir quitté cette fille. Je sais pas ce qu'il a dans la tête à ce moment-là, mais on s'éloigne de plus en plus. Arrive la fin du confinement, de par cet éloignement, on décide chacun de prendre un appartement de notre côté. Donc moi, je décide d'aller dans une coloc et lui, de son côté, dans une autre. On ne se sépare pas, mais voilà, on se dit qu'on met pas forcément de mots sur notre relation parce que c'est devenu tellement compliqué et il y a eu tellement un éloignement que on veut pas se faire peur. Donc on continue à se voir, toujours autant, toujours à la même cadence. On peut pas dire qu'officiellement nous sommes en couple, mais on fait tout comme avant.
Il faut savoir que malgré la pseudo-séparation, on est quand même dans la même entreprise, on a les mêmes amis, on a les mêmes connaissances, on sort toujours ensemble. Le soir, on finit forcément ensemble. Malgré l'éloignement qu'on a essayé de mettre en place, on finit quand même par dormir l'un chez l'autre et rapidement, on finit par ne pas forcément se le dire, mais se remettre ensemble par la nature des choses. Alors souvent, donc on va dormir l'un chez l'autre et c'est rare qu'ils viennent chez moi, mais là, ce jour-là, j'insiste et je lui dis: «Ce soir, on dort chez moi». Donc on dort chez moi, on passe une très bonne soirée. Je me réveille toujours avant lui et ce que je fais, c'est que je décide de prendre son portable qui est un petit peu plus loin pour lui rapprocher, pour qu'il puisse se réveiller tranquillement et scroller sur son téléphone. Et en prenant le téléphone, en le débranchant, le portable s'allume et je vois une notification qui provient d'un site de rencontre. Mais c'est pas un site de rencontre comme les autres, c'est un site de rencontre LGBT et ça m'a parlé parce que j'avais beaucoup vu de pubs sur, des réseaux sociaux. Donc ça m'a vraiment fait tilt et je me dis: «Mais comment c'est possible qu'il ait une notification d'un site de rencontre LGBT?» Tout ça, je me le dis, en un quart de seconde puisque je prends le portable, je lui donne et je file à la salle de bain parce que je ne peux pas rester dans la même pièce que lui et je me passe de l'eau sur le visage, je me regarde dans le miroir et je me dis: «Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que s'il a reçu une notification de quelqu'un sur un site de rencontre LGBT, c'est que ton copain, il est gay. Forcément, s'il est gay, votre histoire, elle est vouée à l'échec parce qu'il y aura tôt ou tard un moment où, il me quittera pour être avec un homme». C'est très difficile à encaisser parce que je me dis, que jamais je pourrai, le combler, que s'il aime les hommes, il aime les hommes, c'est comme ça, c'est une attirance et je ne corresponds pas à ces attirances. Donc je me dis que c'est peut-être pour ça, tout son comportement, son éloignement vis-à-vis de moi, que tout ça est lié. Tout ça, je le pense, en direct dans la salle de bain et je décide de retourner dans la chambre. Je me dis que je ne vais rien lui dire, mais c'est pas possible. Je rentre dans la chambre, il me demande si ça va et je lui dis: «Non, ça va pas, je viens de voir une notification sur ton téléphone d'un site de rencontre LGBT. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu me caches?» Et là, il me dit: «Non, non, c'est du spam, c'est une pub, j'ai pas de site de rencontre LGBT sur mon portable, c'est une pub». Et je lui dis: «Non, c'est pas une pub, j'ai un iPhone, tu as un iPhone. Je sais ce que c'est une notification, ce n'est pas une pub. Arrête de me prendre pour une idiote». Mais à ce moment-là, il essaye de me convaincre tant bien que mal et je décide de le croire et on finit de se préparer, on part au travail. Donc la journée se passe, il est en face de moi. On ne se parle pas de la journée, c'est très tendu, c'est très froid, jusqu'à ce que mes 2 managers m'appellent et elles me disent: «Mais qu'est-ce qui se passe avec Owen? Pourquoi vous êtes comme ça tous les 2 aujourd'hui? Vous vous parlez pas?» Et je leur dis: «Non, mais c'est rien, on a juste un petit froid, mais tout va bien». Mais c'est vrai que vraiment dans la journée, je passe par 1000 émotions, la tristesse et en même temps l'envie de le croire, parce que j'ai pas envie de le perdre, mais il y a forcément la raison qui me rappelle et qui me dit: «Mais c'est pas possible, il te ment, tu ne peux pas rester avec quelqu'un qui est homosexuel, parce que vous 2, vous avez une relation hétéro et ça ne fonctionnera jamais et qu'il y a un moment où il te brisera le cœur, encore plus que maintenant». Donc le soir, la journée se termine, c'est toujours froid. On descend les escaliers pour partir de notre travail et là, je lui dis que je ne peux pas continuer, que je lui ai dit ce matin que j'acceptais, mais je peux pas, j'arrive pas, je comprends pas. Et que tant qu'il y aura cette part d'ombre, je n'arriverai pas à avancer sereinement. Donc je lui dis que j'ai besoin de regarder son téléphone, ses applications, pour voir si c'était réellement une pub ou si cela n'en était pas une. Et si c'était un fameux mail que j'avais vu ce matin, il m'a répété que c'était pas une notification d'une application, mais une notification de mail spam. Je lui ai demandé de me montrer ce mail pour que je puisse le voir et que je puisse constater de moi-même que c'était bien un spam.
Et là, il me regarde avec les larmes aux yeux et il me dit que il veut bien me montrer son téléphone, mais que s'il me montre son téléphone, ce sera fini entre nous et que il n'y a pas de confiance entre nous et que notre relation se terminera juste après. Je lui dis que c'est horrible, qu'il peut pas me faire ça. Il me dit que c'est comme ça, que s'il me montre le contenu de son portable, il le fera, mais que derrière, nous ne serons plus ensemble. Donc ça me fait un peu bugger. Je me dis, bah non, ok, je regarde pas dans ton portable, mais en même temps, c'est compliqué. Il me fait un peu passer par toutes les émotions parce que j'ai envie de regarder, j'ai envie de savoir, j'ai besoin de savoir pour avancer dans notre relation. Mais en même temps, il me dit que si je regarde, c'est fini. Donc c'est compliqué. Je me dis que si je regarde et que derrière, je veux le garder parce qu'il avait raison, bah je l'aurais perdu. Mais dans le fond, je me dis que si je regarde et que j'avais raison, bah je sais que j'avais raison. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme ça. Je décide de lui dire, ok, je ne vais pas regarder dans ton portable. Mais je sais pas, je sens que il a envie de me dire quelque chose, mais qu'il me le dit pas. Il se bloque, c'est comme s'il avançait vers moi pour me dire quelque chose d'un coup et qu'il reculait pour ne pas me le dire en se disant non, je peux pas lui dire. Et je capte très vite ça puisque je le connais. On va dire que là, ça va bientôt faire 6 mois que je suis avec lui et je sens qu'il veut dire quelque chose. Et là, je lui dis mais dis-moi ce que tu as envie de me dire puisque je sens que tu as besoin de dire quelque chose. Et il me dit non, rien. Et je lui dis, si, tu as besoin de me dire quelque chose. Et il me dit, non, je te dis que j'ai rien à dire. Et je lui dis, si, tu as quelque chose à me dire, c'est sûr. Ça se voit, je le sens. Au fond de mes tripes, je sens que tu as besoin de me dire quelque chose. Il va pour me le dire et il le dit pas. Et là, je pète un câble. Je commence à hurler et lui dire, mais tu vas me le dire, tu vas me dire ce que tu as à me dire. Enfin, je ne comprends pas pourquoi tu te retiens de me dire quelque chose. De toute façon, la situation ne peut pas être pire que maintenant. Et là, il me regarde droit dans les yeux larmoyants. Et là, il me dit, Alexia, je suis un homme transgenre. Et là, c'est comme si le monde se met sur pause quand il me dit ça. Je le regarde et ma première réaction, c'est de lui faire un câlin. C'est de lui faire un câlin parce que je me dis que ce qu'il vient de me dire, ça doit être très difficile à dire. Je le sais parce que je l'ai vu, qu'il avait eu du mal à me le dire. Et je comprends, mais ça change rien. Je suis soulagée parce que je commence à faire le lien entre l'application LGBT et ce qu'il vient de me dire. Et je me dis que tout simplement, il avait cette application-là parce que il fait partie de cette communauté et que potentiellement, il voulait parler avec des personnes dans le même cas que lui parce que ça devait être très dur de ne pas pouvoir en parler. Et voilà, ma première réaction, c'est de lui faire un câlin et de lui dire que c'est rien, que je l'aimais et que je l'aime toujours et que je l'aimerai toujours, que cette information n'est qu'une information et qu'elle ne change en rien à notre relation parce que ça n'a pas d'importance la manière dont il est né, son genre de naissance, ça n'a pas d'importance pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est lui maintenant. Il me raconte son parcours, il me dit que comparé à certaines personnes transgenres, il a eu de la chance parce que physiquement, il avait un passing qui était très masculin, c'est-à-dire que dans la rue, voilà, on ne se pose pas de questions quand on le voit, mais que malgré tout, il avait quand même eu des combats à mener, notamment auprès de sa famille, qui, bien qu'ils acceptent sa transidentité, sont assez conservateurs. Ils ont parfois du mal à le genrer, ce que je comprends parce qu'il est né dans un genre et il a transitionné et j'arrive à comprendre que sa famille puisse avoir du mal. Maintenant, je sais que ça le fait énormément souffrir et que c'est quelque chose sur lequel, pour moi, ce serait vraiment important qu'il puisse réussir un jour à le genrer correctement. Mon copain est un homme transgenre. Il va falloir que je me renseigne, il va falloir que je sache de quoi je parle parce que dans toutes les communautés LGBT, il y a des codes, il y a certains mots qu'on doit employer, certains mots qu'on ne peut pas employer. Et je suis très ouverte d'esprit. La communauté LGBT, c'est une communauté que je connais de par des rencontres, des amitiés que j'ai de personnes qui font partie de cette communauté. Je ne connais personne de la communauté transgenre, mais je sais que sur les réseaux, on a beaucoup de personnes qui sont là pour en parler. Donc, je décide de m'abonner à tous les comptes LGBT. Donc, je passe par plusieurs médias.
Je m'abonne à des personnalités aussi très connues sur les réseaux pour voir ce qu'ils disent, quels sont les mots qu'on peut employer avec une personne transgenre, quels sont les mots qu'on ne peut pas employer. Et je décide de vraiment apprendre à connaître ce monde qui m'est inconnu et que je veux absolument connaître pour savoir dans quoi je mets les pieds, puisque maintenant, ce combat qu'il menait seul, je le fais avec lui, notamment par l'idée d'avoir des enfants, le fait d'aller au médecin, je lui dis qu'il ne sera plus seul, que je l'accompagnerai toujours, qu'il n'aura plus jamais de discrimination en lien avec sa transidentité au médecin, que je serai toujours son soldat et que je serai là pour le défendre quoi qu'il en soit et que je l'accompagnerai dans n'importe quelle de ses démarches futures. Pour moi, c'est important qu'il puisse faire connaissance avec des personnes qui ont eu des vécus similaire au sien parce que moi, je n'aurais jamais le même vécu que lui. Je pense il avait besoin de rencontrer des personnes avec qui il pouvait parler librement de ses tristesses, de ses inquiétudes, parce que à moi, il ne pouvait pas forcément tout me dire et je le comprends très vite parce qu'il y a des notions, voilà, par rapport à la dysphorie de genre qui peut être très dure pour lui et qu'il n'ait pas envie de m'en parler, je le comprends. Et je me dis que le mieux, voilà, c'est qu'il rencontre vraiment plein de personnes, que ce soit gay, lesbienne ou trans, pour qu'il puisse vraiment avoir un maximum de soutien et de personnes sur qui il pourra se reposer si il ne peut pas me parler à moi. Après son annonce, je me rends compte que notre relation, elle prend une autre dimension parce qu'il vient de m'avouer quelque chose qui était très dur à avouer et que là, c'est vraiment du sérieux et que beaucoup de doutes que j'avais jusqu'à maintenant s'envole et me conforte dans l'idée que cette relation n'en est vraiment qu'à ses débuts. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on est parti de Barcelone depuis 3 ans. On a déménagé à Paris. J'ai rencontré sa famille, il a rencontré ma famille, mais elles ne se sont jamais rencontrées car il y a toujours une part d'ombre, c'est-à-dire que la famille de mon copain veulent que ma famille soit au courant. Moi, je ne suis pas forcément contre, mais mon copain, oui, parce qu'il a peur que si ma famille l'apprend, qu'il change totalement de comportement avec lui, que la transidentité tourne autour de notre relation, alors que ce n'est pas le cas. C'est vrai que sa mère, à mon copain, estime que ma famille devrait être au courant, notamment pour les enfants, parce que c'est vrai qu'on a des projets pour le futur, on veut avoir des enfants, mais bah voilà, on a conscience que ce sera pas facile, que avoir des enfants pour un couple de même genre, c'est déjà compliqué. Mais alors pour un couple hétéro avec une personne trans, c'est très compliqué parce que en France, même si on a beaucoup avancé sur les droits LGBT, les personnes trans à l'heure actuelle ne peuvent pas être parents. Alors je ne sais pas si ça va changer entre-temps, mais pour le moment, c'est très compliqué et j'espère que ça finira par changer. Il faut savoir que notre relation, elle est très hétéronormée dans le sens où, au quotidien, les choses ne tournent pas autour de sa transidentité. Voilà, on a une maison, on a des amis dont 80% ne savent pas pour lui. C'est très important pour lui que le moins de personnes le sachent parce que ça changerait peut-être leur vision et il n'a pas forcément envie que ce soit le cas. J'ai souvent entendu des histoires avec les personnes transgenres, des histoires où la personne faisait son coming out, où elle décidait d'avouer à sa famille. C'était souvent en fait des histoires tristes que j'entendais. C'est souvent ce qu'on entend. On entend beaucoup de choses sur les personnes transgenres, des suicides, des meurtres, des personnes qui se font passer à tabac. Mon copain, en tout cas, je pense et je l'espère, il est heureux. Et notre histoire d'amour, elle est belle. Toutes les histoires d'amour des personnes transgenres ne sont pas censées être des histoires chaotiques. Ils peuvent ne pas le dire tout de suite, ils peuvent ne jamais le dire. Ils peuvent le dire, en fait, il faut vraiment qu'ils soient en confiance avec la personne avec qui ils sont. On parle souvent des personnes transgenres, on parle souvent de leur parcours, mais on parle pas assez des personnes qui les épaulent au quotidien et souvent des personnes qui sont en couple avec eux, qui sont un énorme soutien pour eux. Et voilà, je voulais vraiment mettre en avant la beauté d'une histoire
avec une personne transgenre pour que tout le monde puisse savoir qu'il y a des happy endings et qu'il y en a plus qu'on ne le pense. C'est juste que malheureusement, on met toujours en avant les choses tristes, mais qu'il y a aussi de très très belles choses. Rowan, je l'aime parce que chaque jour, il me fait rire. Il me fait rire malgré lui, parfois. Voilà, c'est vraiment... c'est mon âme sœur parce que c'est mon meilleur ami. Je ressens vraiment une connexion très profonde avec lui. C'est comme si je ne pourrais pas vivre sans lui. Je n'envisage même pas l'idée d'un jour pouvoir mourir et me dire que je ne serai peut-être pas avec lui. C'est vraiment très, très profond comme sentiment que j'ai pour lui. Je me dis que toutes les épreuves dans ma vie que j'ai eues, elles étaient faites pour une bonne raison, pour que je puisse le rencontrer. Et chaque jour avec lui, c'est toujours une journée où je découvre des choses, on se découvre tous les jours, on apprend toujours à se connaître. Et j'ai toujours autant de sentiments pour lui qu'au premier jour. Et je me dis que j'ai de la chance parce que souvent on voit autour de nous des couples qui s'essoufflent. Et je ne ressens pas du tout ça. Et je suis inquiète à l'idée qu'un jour peut-être je pourrais ressentir ça. Mais en tout cas, pour le moment, je l'aime profondément et je pense que ça ne s'arrêtera jamais. Il me complète, mais vraiment parfaitement. Je remercie le destin de l'avoir mis sur ma route et qu'ensemble on puisse accomplir de grandes choses. Vous venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Rudy Saada. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et habillage musical, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, Marius Sor. Montage, Johanna Lalonde. Musique, Sable Blanc. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.